RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière. Nous recevons Romain Goupil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cinéaste, vous avez été révolutionnaire trotskiste, ex-leader lycéen de mai 68. Vous co-signez avec Danny Cohn-Bendit un film de plus de 2 heures, La Traversée, qui sera diffusé en mai sur France 5. Le combien ? Le 21 mai à 20h45. Voilà. Et le film sera également présenté au Festival de Cannes. Alors, 50 ans après 68, vous allez ensemble à la rencontre de la France, celle d'en haut, d'en bas, des usines qui ont fermé, des militants associatifs, des banlieues, celles où a vécu Mohamed Merah, avec les migrants ou les militants du Front National. Vous interrogez Robert Ménard, le maire de Béziers, et vous tentez de comprendre ce qui lui est arrivé avec son virage à l'extrême droite. Et soudain, un spectateur surgit du cadre, Emmanuel Macron, dans une scène incroyable, inattendue et assez désopilante, il faut le dire. Car 50 ans après, vous êtes devenu aussi macroniste, comme Henri Weber ou d'autres. Bref, en tout cas, c'est un film inclassable. Vous tournez aussi vos engueulades avec Cohn-Bendit. Donc on va en parler, mais on va aussi parler de ce 1er mai qui dégénère. Et vous êtes, c'est vrai, il y a 50 ans, vous étiez un pro de la manif, mais peut-être pas les mêmes manifs. Là, on a vu les casseurs, des images assez impressionnantes à Paris, de voitures qui brûlent et de types en noir qui lancent des pavés qui volent une fois de plus. Ça vous évoque quoi ? En tout cas, pas mai 68, j'imagine. Ça évoque pas du tout 68, où là, l'idée, c'était que pour libérer les camarades, par solidarité, descendaient des milliers de lycéens, des milliers d'étudiants pour obtenir l'ouverture de la Sorbonne et plutôt une situation qui était à l'époque complètement crispée par le pouvoir, par la police. Là, les manifestations, quand je les vois, je me dis, mais oui, c'est une des composantes de l'extrême gauche qui, depuis toujours, rêve de la stratégie de tension, rêve d'un mort, rêve d'un drame, pour pouvoir mobiliser plus en disant, vous voyez bien ce qu'on vous dit depuis des années et des années de manif en manif, la police, c'est des nazis. Donc, il faut qu'ils en fassent la démonstration. Ils n'en sont pas sortis de ce... Non, mais c'est une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie de tension. Une fois que vous dites, la social-démocratie, c'est impossible, le réformisme, c'est impossible, la négociation, c'est impossible, les syndicats sont des traîtres, de tous ceux qui manifestent pacifiquement, font des manifestations pacifiques. On est en guerre, mais vous ne le savez pas. On est en guerre contre le capitaliste est en guerre contre les travailleurs, et nous, on va mettre simplement à plat cette situation pour les faire apparaître dans leur vrai visage. Des images, ils souhaitent sans arrêt aller à l'affrontement, mais c'est pas nouveau. C'est depuis tout le temps. Il y a toujours dans une partie de l'extrême gauche ceux qui souhaitent accélérer l'histoire, et pour que... Mélenchon, il veut ça, par exemple ? Mélenchon, c'est là toute l'ambiguïté des manifestants et tout. On a vu ça pendant les manifestations sur El Khomri. Vous aviez Madame Rabault qui était là, mais qu'est-ce qu'elle laisse entendre ? Qu'il y aurait une manipulation, que le ministère de l'Intérieur laisserait faire ça pour disqualifier les syndicats. Mais que ne s'est-il pas passé pendant la loi El Khomri avec le 49.3 et toutes ces manifestations où Mélenchon laissait entendre la même chose, laissait entendre que Cazeneuve laissait faire les casseurs pour que la police coupe les cortèges syndicaux. C'est absurde. Il y a quelque chose d'absurde, en fait, de ne pas dénoncer ces groupes-là, que Mélenchon ne les dénonce pas, que la CGT ne les dénonce pas clairement. On laisse, ou ça laisse entendre, avec police partout, justice nulle part, ce que scandait tout le cortège, là, pour le coup. Il y a quelque chose où on laisse entendre quand même que cette fraction cagoulée aurait quand même raison peut-être d'attaquer, ou serait l'avant-garde de ces syndicats. Mais Romain Goupil, en mai 68, vous ne vouliez pas seulement la libération de vos camarades, vous vouliez aussi changer le monde. Et cette extrême gauche aujourd'hui qui manifeste très violemment, elle veut aussi changer le monde. Est-ce que ça n'est pas là qu'il y a quand même un point de rencontre, un point commun ? C'est ce que je dis, ça a toujours existé. La différence, c'est que nous, on voulait changer le monde en s'appuyant sur une grève générale
qu'on voulait, qu'on désirait insurrectionnelle pour prendre le pouvoir, bien entendu. Là, c'est une minorité qui pense qu'ils détiennent la vérité et qui vont montrer l'exemple, c'est-à-dire une avant-garde de type violente qui va faire la démonstration qu'on n'est pas dans un système démocratique, que la démocratie, c'est une illusion, que le système dans lequel on est, c'est simplement la marchandisation du monde et qu'il faut absolument faire apparaître les vraies fractures, à faire apparaître à travers la répression. Comme c'est une répression obligatoirement, à un moment, il faut utiliser les matraques ou disperser, et bien là, vous voyez bien leur vrai visage. C'est sert à ça, les groupes comme ça, cagoulés, mais ils ne sont pas du tout reliés avec quelque implantation. Ça ne les intéresse pas du tout d'aller distribuer des tracts, d'aller dans les usines, d'aller dans les facs et de regrouper des militants. Pour nous aider peut-être à mieux comprendre au fond, votre position, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites mai 68 a gagné contre nous ? Alors, le mai 68, par rapport à une France issue du 19e siècle telle qu'elle était, c'est-à-dire avec la non-mixité, avec ce système vertical, patriarcal, paternaliste, bien entendu que tous les milliers de mômes et les milliers de jeunes et les millions de travailleurs qui se sont mis en grève, ils ont gagné contre l'idée qu'on avait, c'est ça qui est complètement paradoxal. Nous, notre idée, c'était de reproduire 1917, c'est-à-dire de refaire une grève insurrectionnelle, d'aboutir à la dictature du prolétariat. Pour faire très très court, c'est comme ça qu'on était formés. J'appartenais à ce qu'on appelle les avant-gardes militarisées léninistes, c'est-à-dire bolcheviques, pour prendre le pouvoir. Donc nous, c'était nos stratégies. Heureusement, le grand soir, les milliers de lycéens, les centaines de milliers d'étudiants qui sont descendus de la rue et toute la population, très grande partie, ne voyaient pas les choses comme vous. Pas du tout. Oui. Ils étaient simplement pour que cette société soit débloquée. Déverrouillée. Déverrouillée. Qu'il y ait maintenant un respect par rapport à l'avortement, qui était tout à fait interdit. Qu'il y ait un respect par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes. La grande victoire, mais immense. C'est ça l'héritage de 68. C'est qu'on déverrouille cette 69 société. Et c'est les mouvements féministes. Et chose que même nous, alors là, pour le coup, on ne comprenait pas comme petits leaders autoproclamés, machistes, sexistes. On ne comprenait rien du tout. Et dans le fond, un peu bourgeois. C'est même pas le fait d'être bourgeois, c'est le fait d'être de reproduire ce qu'on avait vu, ce qu'on avait appris des mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire une non-considération absolue de la part de la moitié de la part de l'humanité, de la moitié de toutes les femmes. C'est-à-dire, on leur disait toujours: allez, faites-nous confiance, vous verrez plus tard, on s'occupera des problèmes. Et elles ont dit en 69, mais c'est maintenant qu'on veut voir nos problèmes résolus, maintenant, ici et maintenant. C'est elles qui sont les vrais révolutionnaires de 68. Alors, dans une tribune, Henri Weber, que vous connaissez bien, cite le cinéaste Chris Marker. Dans les années 60, le fond de l'air était rouge. Weber ajoute, c'était l'heure des brasiers, des baby-boomers. Qui sont venus massivement en politique par indignation et révolte contre les exactions de l'impérialisme. Mais aujourd'hui, dans le fond, l'air est brun. Le fond de l'air est brun avec les populismes. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant et dans le fond, on ne va pas contre ça? La comparaison entre les années 60 et puis les coups d'État, je t'échange une saloperie à l'Est, c'est-à-dire je laisse réprimer le printemps de Prague et puis moi, je peux faire Pinochet de mon côté tranquillement. Ils s'échangeaient d'un côté comme de l'autre en disant on respecte l'équilibre de la terreur entre les deux blocs, impérialistes et blocs socialistes. Là, c'est plus du tout la même situation. On a une perspective magnifique, une utopie concrète qui serait l'Europe et la souveraineté européenne. Et des groupes et des organisations qui se crispent au nom de l'identité culturelle, d'une vision identitaire. On ne veut que rien bouge, on veut rester sur notre souveraineté, c'est-à-dire rester en tant que pays. On considère que, par exemple, que la France pourrait tout à fait faire face ou pièce toute seule à Google, à Amazon, enfin des trucs complètement absurde, c'est des raisonnements d'un autre âge, c'est des raisonnements à l'achevènement, c'est des raisonnements d'une France fermée, d'un autre siècle. Quand Mélenchon nous dit non à la souveraineté européenne, il dit non à l'avenir, non aux jeunes, non à cette utopie incroyable qui serait enfin de respecter ce contrat magnifique qui était le contrat européen. On dit, il s'est fait sur un triple contrat.
non au fascisme, non au totalitarisme, non au colonialisme. Donc cet engagement de l'Europe, c'est quelque chose qui me porte bien sûr énormément. Mais au Royaume-Uni, là, il y a le Brexit. C'est le peuple qui a décidé et pour l'instant, les dirigeants respectent la volonté du peuple. D'aucuns considèrent que la façon dont on a fait revoter ou on a fait passer par le Congrès en France un vote non à l'Europe est allé contre l'avis du peuple. Est-ce qu'en la matière, en matière de souveraineté, en matière d'Europe, je sais que vous n'aimez pas le mot souveraineté, hein, mais enfin bon, je l'emploie à dessein, est-ce que le peuple ne doit pas être souverain quoi qu'il arrive ? Ben non, il y a plein d'exemples ou de contre-exemples où à un moment donné, c'est sûr que si on remettait un référendum et cette façon de gouverner, démocratie directe, donc on remettait la peine de mort au vote en France, je ne suis pas du tout sûr, même vu le climat avec le Front National et ce qu'on sent comme... climat, par exemple, si vous dites aujourd'hui, par rapport à ce qu'on connaît tous de cet horrible fait divers sur Angélique, si vous dites, est-ce que vous êtes pour la peine de mort pour les violeurs d'enfants ? Oui, tu es à peu près sûr que la réponse sera oui. Oui. Et alors, est-ce que c'est pourtant pour autant juste ? Bien sûr que non. Il y a un moment donné, il faut pouvoir s'exprimer, pouvoir discuter, et dans la façon dont le vote se passe, effectivement, il y a des votes majoritaires contre lesquels je suis. Je suis absolument contre le vote qu'il y a eu pour le non à la Constitution européenne. Je considérais que la Constitution européenne était une avancée immense. Donc pour moi, le vote contre la Constitution européenne, il n'y a pas de non de gauche. Il n'y a un non que de droite ou d'extrême droite. Il n'y a pas eu, pour moi, de non de gauche. Je ne comprends pas toujours ce qui s'est passé en 2005, comment la France, pays des droits de l'homme, a pu arrêter cette incroyable idée, cette utopie qui se mettait en place. C'est pour ça, ça explique la façon dont on a pu retrouver Macron au début de la campagne, qui était le seul candidat avec ses drapeaux européens et avançant sur l'idée de la souveraineté européenne. Alors on va en parler de Macron, mais on va parler de votre film d'abord. Donc La Traversée, c'est un film, je vous le disais, étonnant, à la fois sérieux et déjanté, sur une musique de Rodolphe Burger qui donne l'impression d'un road movie. Alors le journaliste du Monde qui fait un portrait de vous et qui parle du film dit, on dirait deux vieux du Muppet Show au balcon de l'histoire. Donc ce film, c'est 50 ans après. Qu'est-ce qui, dans le fond, a changé 50 ans après 68 et ce qui n'a pas changé ? Déjà, le fait qu'on fasse ce film de cette façon, c'est-à-dire pas du tout de manière nostalgique, pas du tout en prenant des archives, en disant, nous, ce qu'on voudrait comprendre, c'est la France de maintenant. Comment comprendre la France de maintenant ? Alors là, c'est quand même, l'ambition est grande. On discute au tout début du film, il dit... Romain, c'est une France angoissée, c'est une France malade. On est au moment au tout début de tous ces sondages sur Marine Le Pen, Macron, Mélenchon, on ne sait pas trop. Et moi, je dis non. Je suis plus sur la position de Solers en disant c'est une France moisie. Il y a quelque chose qui est complètement bloqué dans ce pays. Il dit ok, on ne va pas décider tous les deux vieux dans le train. On prend une caméra et on va se balader. On va rencontrer les gens. C'est-à-dire aller discuter, écouter surtout. Et pas du tout essayer d'imposer un point de vue quel qu'il soit. Vous en retenez quoi, vous ? Alors maintenant, puisque moi, j'y vais quand même à rebours. En disant, waouh, France moisie, tous ces votes Front National, les gens qui s'abstiennent, qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Donc, avec la caméra, j'y vais un peu à rebours. Et alors là, c'est là où on peut se poser la question. Est-ce que c'est le caractère de Dany ? Est-ce que c'est ses taches de rousseur encore, ou ses yeux pétillants, ou le fait que les gens ont envie de discuter avec lui ? Ils s'en fichent complètement de la caméra, mais s'en fichent comme j'ai jamais vu, moi. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de caméra. C'est-à-dire, ils discutent, il y a une empathie qui se passe avec Dany, qui fait que les gens parlent, discutent, et que là, on comprend qu'il y a des problèmes. On comprend qu'ils sont inquiets, mais qu'ils sont toujours en train d'essayer de chercher une solution, d'en trouver, pour ce qui est de la SCOP à Carcassonne, pour ce qui est des deux jeunes avec qui n'ont pas encore de travail, mais la façon dont elles parlent du voile. Il y a plein... Ça a changé votre regard ? C'est-à-dire que vous dites, vous y êtes allé... Non, mais parce que vous dites, moi, la France était moisie dans mon idée. Donc, vous pouviez vous attendre à rencontrer des gens moisis. Par exemple, non, mais si je comprends bien dans votre esprit, un électeur du Front National, un sympathisant du Front National, il est moisi. Est-ce qu'en allant à la rencontre, est-ce que votre regard a changé ? Il a complètement changé grâce à Dany, qui dit...
OK, on va discuter avec 25 du Front National. Il y a un dîner avec les 25. Mais qu'est-ce qui se passe? Il les écoute. Il n'y a pas du tout d'insulte. Il est déjà invité. Et eux se livrent et ils expliquent pourquoi ils votent le Front National. Et à un moment donné, Dany craque, puisqu'il ne peut pas supporter certains discours d'exclusion, de xénophobie. Il dit, mais toi, depuis tout à l'heure, je t'écoute, tu n'arrêtes pas de dire des choses mauvaises. Tu n'as jamais rencontré un jeune. Tu n'as jamais un mot pour les jeunes et tout. Mais tu vas finir par avoir un ulcère. C'est-à-dire qu'il a écouté et il lui dit, mais tu n'as que des paroles de bile. Et ça fait rire tout le monde. Tous les autres membres, électeurs ou pas, ou sympathisants du Front National, rigolent. Effectivement, cette façon de voir en fonction des passions tristes, en fonction de tout ce qui ne va pas. Et la grande différence, c'est que Dany, par la façon dont il écoute, par la malice, par le sourire et par les gens qu'on rencontre, les accidents ou les choses provoquées, il y a quelque chose qui se dégage. Alors, cela dit, on est incroyablement aidé par le pays. Oui. Il y a des paysages, mon Dieu, des lumières, des arbres, des animaux, un plaisir à filmer, un plaisir à montrer ces images complètement magnifiques. Moi, j'ai changé. Effectivement, j'ai changé entre une position qui était très, disons, a priori, très idéologique, en disant c'est pas possible. Attention, parce qu'un amour de la France et de ses paysages, ça peut conduire au souverainisme. Non, mais ça peut conduire à quelque chose en disant à quelque chose de minéral, c'est-à-dire lié avec la terre, la mousse, tout, et en disant ah là là, vous n'êtes même pas à la hauteur de ce pays magnifique. On a des privilèges magnifiques. On a le fait de pas mourir de faim, ça va, les hôpitaux, ça va, la SNCF, ça va, et tout. Donc on n'est pas à hauteur encore de ce pays qui est magnifique. Romain, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que vous racontiez ces cours, si vous pouvez, cette scène fabuleuse avec Emmanuel Macron. En fait, vous filmez Dany, Cohn-Bendit, vous engueulez avec lui sur le fait, alors Macron, on le fait où? Est-ce qu'on le fait à l'Élysée? Mais non, pas l'Élysée, c'est la solitude. Enfin, lui, vous considérez qu'il ne faut pas aller à l'Élysée, et lui, il dit, mais si, c'est la réalité. C'est une vraie engueulade hors film qu'on a eue. On ne s'est pas fâché sur 15 000 bornes et 50 rencontres et 6 mois de tournage. Il n'y a rien eu, que des fous rires, des amusements, des blagues. Et à un dîner à Nantes, on s'engueule au point que tous les restos nous avaient reconnus, en tout cas ils avaient reconnu Dany, on était en terrasse, c'est le silence absolu dans cette petite rue, puisqu'on se hurle dessus. Je lui dis, c'est impossible de croiser Macron à l'Élysée, puisque ça va faire comme s'il y avait un juge, comme si de notre voyage, il se mettait en juge au-delà. Ouais. Mais pourquoi tu dis au-delà? Parce qu'il est élu, c'est le représentant de tous les Français, il y a quelque chose de sacré. On ne peut pas le filmer à l'Élysée. Il dit, mais si, on traverse la France, on va traverser l'Élysée, il va nous montrer... je dis, mais c'est ridicule, il va nous montrer quoi? Une pièce, une autre pièce, tu vas s'asseoir à son bureau, ça va foutre en l'air. Et là, de cette engueulade, on l'a mise dans le film, on s'engueule, mais vraiment très sévèrement. C'est moi qui tiens la caméra. Dany essaye de me convaincre. Moi, j'essaye de l'humilier, de lui sortir les pires trucs. Lui aussi, il essaye en disant, mais comment on va faire? Et là, tout d'un coup, surprise, au sein du film, on a la solution, comment on a résolu, de notre point de vue, le problème de... Oui, parce que Emmanuel Macron apparaît. Non, mais bon, il ne faut pas trop le dire, en fait, en réalité, c'est la surprise. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on peut lire. Bon, le film n'est pas disponible. Il compte les points, mais bon. Mais d'un petit mot, puisque, à propos d'Emmanuel Macron, on a bien compris qu'aujourd'hui, vous le soutenez, que vous appréciez sa politique. Il y a quand même un point de désaccord pour vous. C'est la loi Asile-Immigration. Oui. Celle-là, vous la condamnez. Vous la dénoncez, en tout cas. Il y a des points, et c'est ça qui est bien... Pour prendre un exemple tout simple, tout court, vous voyez bien que dans son discours de campagne sur Notre-Dame-des-Landes, il a dit « Je respecterai la décision des gens qui ont fait ce référendum ». Et après, il a dit « Je mettrai une commission en place et j'attendrai 6 mois avant ». Ça prouve quoi? Qu'il écoute, qu'il entend, qu'il est capable de changer. C'est exactement pour ça qu'on discute avec lui, qu'on n'est pas d'accord. Il dit Merkel, c'est l'honneur de l'Europe. J'étais contre la déchéance de nationalité. Je suis pour un accueil digne. Ouais. Et il se passe exactement le contraire à Calais, où il y a, au nom d'empêcher les points de fixation, on disperse les mômes, on envoie du gaz. Il se passe des camps qu'on n'a jamais vus à Paris, à Porte de la Villette, à Porte de la Chapelle. Effectivement, nous sommes
tout à fait en désaccord avec Dany sur cette politique de non-accueil et cette politique qui fait qu'on assimile maintenant les réfugiés ou les immigrés à des clandestins ou à des délinquants. En un mot, puisqu'on a terminé, est-ce que vous lui avez vraiment dit à Emmanuel Macron, avec Daniel Cohn-Bendit, on est les meilleurs conseillers parce qu'on a tout foiré? On lui dit ça aussi, on essaye de l'impressionner en disant à nous deux, on a quand même un siècle d'expérience, donc tu es un petit jeune et ne nous interromps pas. Merci, c'est la fin de cette émission. À la semaine prochaine, Roselyne. Merci Romain Goupil et merci à Charlotte Aurien-Thomaca d'avoir préparé cette émission et à Camille Néran et à toute l'équipe technique pour l'avoir diffusée, aidé à ce qu'on soit en face de vous aujourd'hui. Merci, à très vite. Si vous aimez vous faire une petite frayeur, avoir des sueurs froides, si vous aimez avoir les pétoches, les chocottes, la frousse, les jetons, bref, si vous aimez vous faire peur, vous allez être déçu. À la Banque Postale, vous n'aurez plus peur de devenir propriétaire. Découvrez la nouvelle garantie revente immobilière de notre assurance habitation. La Banque Postale, banque et citoyenne.